Bonjour, soyez les bienvenus. Elle compte bien prendre sa revanche sur 2020 et remporter cette fois-ci la mairie de Paris, malgré les divisions dans le camp de l'alternance. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Candidate Les Républicains à la mairie de Paris. Vous êtes soutenue aussi par l'UDI et le MoDem. J'ajoute que cet entretien, qui est accessible aux personnes sourdes et malentendantes, est enregistré mardi matin pour des raisons d'agenda. Rachida Dati, est-il besoin encore de vous présenter? Maire du 7e arrondissement depuis 2008, vous êtes née dans la banlieue de Chalon-sur-Saône, vous êtes une fille du logement social, devenue magistrate tout en embrassant une carrière politique, garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy, députée européenne, et en 2024, vous avez pris le ministère de la Culture, que vous apprêtez d'ailleurs à quitter pour cette campagne municipale. Votre départ est imminent, est-ce qu'on a une date? Non, mais je l'ai déjà dit, à part Emmanuel Grégoire qui fait une fixette là-dessus, il n'y a pas d'incompatibilité. Je suis élue à Paris, je suis maire du 7e arrondissement d'ailleurs. Je suis restée maire. Juste pour connaître votre date de départ. Voilà. Et j'avais dit que je partirais évidemment avant les élections. D'accord, donc on n'a pas encore de date bien précise. Question que nous posons à tous les candidats. En cas d'élection, qu'est-ce qui caractérisera votre gouvernance? Quel maire serez-vous? D'abord, je réorienterai les priorités, je changerai de méthode. Et ma méthode, ça sera évidemment d'être une maire de proximité, comme je le fais aujourd'hui comme maire du 7e arrondissement, comme je l'ai toujours fait dans toutes les fonctions publiques que j'ai pu exercer. Je rends compte aux habitants, je m'occupe des habitants. Et sur les 100 premiers jours, sur ce qui va marquer, moi je l'ai dit aux Parisiens, si vous votez pour moi, le changement, vous allez le voir très rapidement. D'abord, je m'attellerai à recruter très rapidement des policiers municipaux qui seront armés, équipés, formés pour assurer pour assurer une sécurité de proximité sur l'ensemble du territoire parisien. Je mettrai, tout de suite, je lancerai les marchés pour avoir un doublement du nombre de caméras de vidéoprotection sur l'ensemble aussi du territoire parisien. Tout ça connecté à un centre de supervision urbain que je rattacherai à chaque mairie d'arrondissement. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a des problèmes d'insécurité dans Paris et les maires d'arrondissement n'ont pas cette agilité de savoir ce qui se passe, y compris sur leur arrondissement. Donc le fait d'avoir une police municipale armée, équipée, formée, des caméras de vidéoprotection, tout ça rattaché à la mairie d'arrondissement, ça permettra évidemment une agilité. Alors, ce qui changera aussi, ça va être la propreté, puisque j'aurai une nouvelle organisation, une nouvelle direction pour que la propreté soit visible tout de suite. Dans les 100 premiers jours, vous pouvez Bien sûr. avoir des résultats là-dessus? Oui, parce que le plan de propreté que j'ai élaboré et qui est dans mon projet, je l'ai élaboré avec des agents de la propreté, avec des responsables de collecte, et eux-mêmes me disent que les circuits de collecte et de nettoyage qui existent aujourd'hui à Paris ne sont pas cohérents. Donc il faut avoir une meilleure cohérence dans les circuits de nettoyage et de ramassage, et une meilleure cohérence aussi dans l'organisation. Et de la même manière, d'avoir une cartographie aussi de l'ensemble des points noirs qui sont à Paris. Par exemple, le Champ de Mars, c'est pas la même chose qu'une rue résidentielle à nettoyer. Et nous avons une carence de mobilier urbain lié à la propreté. Donc l'acte 1, réorganisation du service. Acte sur la 2, sécurité, sur la privatisation de la collecte. Bien sûr, parce que la collecte qui est devenue un enjeu écologique très technique, très pointu, ça n'est pas le métier du maire. Et est-ce que vous privatisez le nettoyage des rues? Non, le nettoyage, vous le gardez au sein de la mairie centrale. Et d'ailleurs, moi j'en ai discuté avec les agents. Pour l'essentiel, sur la collecte, ils sont effectivement tout à fait d'accord de dire que la collecte, il faut pouvoir la privatiser, mais le nettoyage, l'organisation, justement d'avoir Paris propre sur tout le territoire, on le garde évidemment au niveau parisien. Parce que moi, tout mon projet a été élaboré comment? D'abord, être candidat à la mairie de Paris, c'est un chemin très long. C'est un travail très approfondi. Vous le faites avec des habitants, des collectifs, des associations. C'est tout l'objet de la présentation du projet que j'ai fait il y a quelques jours, il y a maintenant quelques semaines, mais également avec ceux qui sont concernés par ces nouvelles ambitions et ces nouvelles priorités. Et donc sur le nettoyage et la collecte, je l'ai travaillé avec ceux dont c'est aussi le métier. Alors, on va revenir bien sûr sur le fond des dossiers. D'abord, cette question qui est relative à l'actualité de la campagne. Emmanuel Grégoire, votre concurrent socialiste, a annoncé déposer plainte contre vous pour diffamation à la suite de propos qui ont été tenus lundi sur une autre antenne. Vous aviez indiqué que l'équipe de messieurs Brossat, Béliard et Grégoire, vos concurrents à gauche, envoyait des gens pour essayer de vous agresser lors des réunions, propos que vous avez tenus alors que vous étiez interrogé sur la mort de Quentin à Lyon. Est-ce que vous maintenez ces propos? Je maintiens sur le fait qu'effectivement, la campagne est très violente dans la mesure où quand vous faites des réunions, c'est arrivé encore samedi
dit dans le 18e arrondissement, moi je vais partout et je parle avec tout le monde. Moi les habitants m'accueillent, y compris quand ils ne sont pas de ma famille politique. On discute sur le fond. Moi je ne fais pas des réunions avec des amis qui votent pour moi. Ça n'a pas de sens. Moi je vais voir évidemment les gens qui vivent la difficulté parisienne. Dans le 18e arrondissement, les collectifs, les associations, les habitants que j'ai rencontrés me disaient tous unanimement qu'il y avait un problème de dégradation du cadre de vie, la saleté épouvantable, les problèmes de sécurité. Il y avait quand même des familles... Vous avez des militants justement, qui sont venus vous agresser ? Il y avait des familles qui m'indiquaient qu'ils étaient propriétaires dans le 18e arrondissement, qu'ils ont dû quitter leurs appartements pour aller dans d'autres arrondissements pour être en sécurité avec leurs enfants. Et aux abords de ces réunions, que se passe-t-il ? Ils nous envoient des militants pour nous déstabiliser, voire nous menacer pour certains. Moi, ça ne m'intimide pas, mais je trouve que ce n'est pas très démocratique. Voilà. Si certains considèrent de chez eux, que ce soit M. Brossat, qui est dans l'outrance et l'insulte permanente, pour quelqu'un qui se gargarise de principes, avec moi, ils piétinent tous les principes. Et donc, ils sont évidemment dans l'outrance et l'insulte permanente, et ils pensent que ça nous déstabilise. Pourquoi ? Parce qu'ils ne souhaitent pas que nous montrions la réalité de ce qu'est devenu l'Est et le Nord de Paris. Ce sont évidemment, il y a de plus en plus de campements, de gens qui sont à la rue avec leur accord. Avec leur accord. Quand j'entends M. Grégoire qui dit « je ne me résous pas à ce qu'il y ait des gens à la rue ou des enfants », il ne fallait pas se gêner pendant 25 ans. Puisque moi, par exemple... propose de créer 4000 places d'hébergement d'urgence, par déjà, exemple, dans cette l'hébergement campagne. d'urgence à Paris, 50% des places sont occupées par des gens qui n'ont pas de papier et qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. Je ne vous dis même pas parisien. C'est une volonté. Ils ont été hébergés et logés par M. Grégoire, M. Béliard et M. Brossat. C'est une compétence de l'État, le logement. Non, attendez, l'hébergement d'urgence est financé par l'État, mais la politique, ce qu'on met à l'intérieur, c'est la collectivité. La mairie de Paris a fait ce choix. Comme M. Béliard a indiqué que le parc social, il souhaitait l'ouvrir pour des gens qui n'ont pas de papier. Moi, je souhaite que le parc social soit réservé aux gens qui travaillent à Paris et qui travaillent pour les Parisiens. Le périscolaire parisien est en proie à la polémique depuis de nombreux signalements qui ont été faits et puis depuis la diffusion du cache investigation qui avait été tourné dans une école maternelle du 7e arrondissement. On a appris que 9 animateurs du périscolaire de cette école du 7e arrondissement ont été suspendus à suite donc, de la diffusion de cette enquête sur France 2. Suspension pour suspicion de violence physique et sexuelle. Vous demandez à la mairie qu'elle publie les noms des animateurs concernés. Moi, je suis très choquée par l'omerta médiatique vis-à-vis de ce scandale. C'est un scandale sexuel et de maltraitance dans les écoles parisiennes. Que se passe-t-il ? Y compris, moi j'ai découvert avec Cache Investigation, ces maltraitances dans une école du 7e arrondissement. Certains, y compris M. Grégoire, disent c'est une école du 7e. Mais il a une responsabilité pénale, il faudra qu'il en réponde, M. Grégoire. Pourquoi ? Parce que le recrutement des animateurs, le placement des animateurs dans les écoles dépend exclusivement de la mairie de Paris. M. Grégoire a été en charge des ressources humaines. 14 000 animateurs, 11 000 vacataires. Pas de contrôle au moment du recrutement et pas de contrôle au moment de l'exercice des fonctions. Parce qu'ils disent, ils disent que les casiers judiciaires sont pas de contrôlés. contrôle au moment du recrutement, pas de contrôle au moment de l'exercice de ces fonctions. Nous, maires d'arrondissement, nous n'avons pas la main sur le recrutement. Nous n'avons pas la main sur l'organisation du périscolaire. Quand ça a été mis en place dans la précipitation, nous sommes de nombreux maires à s'y être opposés parce que nous voulions avoir des garanties que le périscolaire soit de qualité et que les animateurs soient aussi des personnalités formées pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui, il y a un scandale majeur dans le périscolaire. Et M. Grégoire, est-ce que moi je serais maire aujourd'hui ? Je peux vous dire que le périscolaire, j'y mets aujourd'hui un coup d'arrêt pour revoir l'organisation, les activités et les profils. Justement, demain, vous êtes élu. Comment est-ce que vous agissez sur ce dossier ? Sur le périscolaire, vous revenez sur la semaine des 4 jours d'école et une journée entière de périscolaire. C'est le seul moyen. Peut régler le problème. Bien sûr, parce que d'abord, vous allez avoir un périscolaire de qualité. Aujourd'hui, il est morcelé. Vous avez 20 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Vous ne pouvez pas avoir des animateurs professionnels. Et puis, d'autre part, il faut avoir des animateurs diplômés d'État. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Avec des personnes qui sont contrôlées sur leur environnement et leur personnalité. Avant tout recrutement, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et ensuite, il faut des contrôles inopinés, comme le fait l'Éducation nationale, s'agissant de ses enseignants. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe est absolument un scandale. Je vais vous donner le dernier scandale en date. Moi, en quelques jours, effectivement, dans nos écoles, 20 plaintes en quelques jours depuis le reportage. Nous avions un animateur qui a été suspendu,
suspendu en mai 2025. Je ne sais pas où il est, cet animateur. On ne sait pas ce qui est devenu... Donc vous demandez à la mairie plus de transparence. Et la deuxième chose, il y a eu un animateur dont je n'avais pas connaissance, qui a été déplacé du 7e au 15e arrondissement. Il a été déplacé parce qu'il y a eu de la maltraitance supposée dans une école du 7e. Il a été déplacé dans le 15e. Mon collègue Philippe Goujon m'a appelé pour m'informer que cet animateur a été enfin suspendu pour une suspicion de viol sur un enfant d'école maternelle. Et on n'a pas d'informations. Et M. Grégoire pérore toute la journée sur les plateaux et il ne prend pas ses responsabilités. Que je sache, il est encore élu. Il appartient à cette majorité. Il a été responsable du périscolaire pendant des années. Est-ce que quelqu'un peut lui dire ce qu'il fait en ce moment? Ils n'ont pas reçu, les familles. Nous, on ne connaît pas le nombre d'enfants qui ont été victimes de maltraitance ou d'agressions sexuelles, voire de viols, dans le périscolaire parisien. Moi, j'ai eu une maman qui est venue me voir en disant « Madame Dati, mon enfant me dit qu'il aurait été violé, je ne sais pas qui, comment et où. » Nous sommes démunis. Nous souhaitons que la mairie de Paris, que M. Grégoire prenne ses responsabilités dans ce scandale du périscolaire. Comme Emmanuel Il Grégoire, ne peut pas prospérer comme ça. Plus aucun enfant seul avec un comme animateur. Emmanuel Grégoire, mais il peut encore le faire, il est élu. Oui. Ils ont la majorité pour ça. Vous, demain, vous êtes élu maire de Paris. Est-ce que dans les 100 jours, vous pouvez mettre en place cette règle? C'est nous qui avions fait cette proposition il y a un an. Au Conseil de Paris, cette proposition a été balayée. Non, mais comme il manque d'animateurs... Non, 14 000... arrêtez, mais oui. Monsieur, ah bon, il manque d'animateurs? C'est ce qu'on voyait dans le cache investigation. Il manque d'animateurs. Il y avait un problème d'encadrement. 14 000... Ça, c'est autre chose. C'est une organisation. Plus d'une vingtaine d'enfants gérés par cette animatrice, cette journaliste qui s'est faite embaucher. 14 000 animateurs, 11 000 vacataires. Oui. Donc, c'est un problème d'organisation et de contrôle. Pour gérer 93 000 enfants. Ça n'est ni organisé, ni contrôlé. Il est là, le scandale. Et personne ne répond de rien. Et les journalistes n'interrogent pas M. Grégoire sur ce qu'il fait en ce moment. A-t-il reçu les familles? Ont-ils été voir la justice pour voir comment les enquêtes prospéraient? Que sont devenus les animateurs suspendus? Que sont devenus les animateurs déplacés? On a découvert, grâce à ce documentaire, que l'animateur qui a été déplacé de mon arrondissement à un autre est suspecté aujourd'hui de viol. Est-ce qu'on laisse faire? Monsieur Grégoire est encore aux manettes. Une question très rapide, vous évoquiez la sécurité. On va voir une photo issue de votre programme, c'est celle du Champ de Mars que vous voulez grillager pour assurer une plus grande sécurité sur les lieux. Enfin, non mais en tout cas, est-ce qu'on peut voir peut-être cette photo qui apparaît? Voilà. Alors, oui, c'est le terme, grillager. Après, ce projet, il a été fait avec des urbanistes, paysagistes et des perspectivistes. C'est pas de l'IA. Hein. C'est pas un dessinateur. Ouais. Non, mais c'est fait avec des professionnels. C'est-à-dire que demain, je suis élu, nous aurons ça. Pourquoi je mets cette grille patrimoniale? C'est pas un grillage. Oui. C'est un... Non, non, oui, mais bien sûr. Paris est devenu tellement moche que si on pouvait remettre de l'esthétique et du beau à Paris, c'est plutôt pas mal. Donc je mets une grille patrimoniale, je revégétalise, je remets des surfaces à la disposition des familles et des visiteurs. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des agressions sexuelles tous les jours sur le Champ de Mars. Le Champ de Mars appartient à la ville de Paris. Dans sa gestion, dans son contrôle et dans son usage. Je souhaite que demain, il puisse bénéficier aux Parisiennes, aux Parisiens, éventuellement à des touristes. Aujourd'hui, c'est devenu un champ de bataille et un champ de violence. Donc il faut absolument pouvoir enlever les vendeurs à la sauvette, toute cette criminalité qui existe. Et comme ça, c'est fermé la nuit, c'est restauré. Donc, le temps, effectivement, qu'on puisse reprendre en main, que les Parisiens puissent se réapproprier ce magnifique site patrimonial. Sur les soirs d'été, les Parisiens pourront-ils profiter de cette pelouse, comme ils le font aujourd'hui? Non, mais on pourra évidemment l'adapter en fonction évidemment des périodes, des saisons. Mais aujourd'hui, il est indispensable que ce site patrimonial reprenne ce visage-là. Alors, autre image produite par vos équipes, on peut peut-être voir celle de la place de la République que vous souhaitez végétaliser. C'est le cas aussi de l'avenue de la Grande Armée. Ce sont des exemples de votre programme où il est écrit que vous voulez débitumer Paris. La végétalisation, ce n'est pas forcément ce qui vous caractérisait ces dernières années. Vous parliez beaucoup d'esthétique. Est-ce qu'il y a eu une conversion de Rachida Dati sur le sujet? Je veux dire, cette place, c'est le symbole... Là, c'est l'avenue de la Grande Armée. C'est la place de la République. Et là, la place de la République. C'est le symbole
de l'engagement écologique de M. Grégoire et de M. Béliard. Qu'ont-ils fait? Pour empêcher la voiture, ils ont bitumé. Et donc cette végétalisation, elle existait avant. Ces arbres, ils existaient avant. Les fontaines aux dauphins existaient. Les fontaines ont disparu, la végétalisation a disparu et les arbres ont été abattus. Et donc, nous, on va refaire de la végétalisation en pleine terre. Ce qui caractérise cette mandature, et M. Grégoire et M. Béliard, c'est le bitume. Il y a eu 3,8 millions de mètres carrés bitumés à Paris par cette mandature. Nous, on souhaite faire de la végétalisation en pleine terre. Quels sont les risques écologiques à Paris? Les risques écologiques, ils sont caniculaires. Même quand on n'est pas dans la canicule, évidemment, il y a un enjeu, parce que Paris est devenu un îlot de chaleur. Et sur la place de la République, l'été, c'est 60 degrés au sol. Et donc, si vous débitumez, si vous revégétalisez, vous en faites un îlot de fraîcheur. Et donc, c'est la grande différence entre eux et nous. Alors, la place de la Grande de la même ils ont aussi manière. planté des arbres. Sur les plantations, non, il y a 213 000 arbres, selon les chiffres de la mairie de Paris. 500 000 arbres, 300 000 sont dans les bois. Et les arbres qu'ils ont plantés, ce sont des arbustes. Je vous invite à voir sur le parvis de l'Hôtel de Ville ou la place de Catalogne. Si vous y allez très régulièrement, ce sont des arbustes qui sont plantés et qui crèvent et qu'on remplace. Oui, c'est pas oui, mais justement, alors typiquement, les forêts urbaines, est-ce que vous continuez ça, par exemple, arrêtez? non mais puisque vous êtes parisien, monsieur, sans doute, allez-y. Il y a des arbres ce sont des arbustes, parce que la végétalisation, pour qu'elle puisse prospérer, et les arbres, pour qu'ils puissent prospérer, il faut que ce soit en pleine terre. Là, ça n'est pas possible. Donc, les arbres crèvent, on les remplace, et donc c'est des plantations d'arbustes de manière récurrente. C'est pas ça l'écologie, ça n'est pas ça la végétalisation. De voir en image un peu ce qui a été fait sur ces 2 derniers mandats avec Antoine Delcourt. La végétalisation de Paris commence avec la création de forêts urbaines. Place de Catalogne, dans le 14e arrondissement, les voitures et le béton ont laissé place à cette oasis. Plus de 470 arbres plantés il y a 1 an et demi sur un rond-point semi-piétonnisé. Suivant le même principe, 2 autres forêts ont été installées et un 4e projet doit voir le jour cette année. Objectif, créer des îlots de fraîcheur pour adapter la capitale au changement climatique. Depuis 2014, plus de 213 000 arbres ont ainsi été plantés, comme ici sur une porte donnant sur le périphérique. La mairie a changé son plan local d'urbanisme en espérant faire de ces images de synthèse une réalité. Rue Jardin, cours débitumisés et toits parés de verre, 300 hectares de végétalisation supplémentaires sont prévus au cours des 20 prochaines années. Les efforts se concentrent sur les fameux toits en zinc où des expérimentations de terrasses végétalisées sont en cours. Les particuliers sont aussi invités à verdir leurs immeubles grâce à des dispositifs d'aide octroyés par la mairie. Le PLU bioclimatique prévoit 40% de la surface parisienne désimperméabilisée d'ici 2050. Est-ce que vous maintenez cet objectif? Sur ce plan local d'urbanisme, il y a beaucoup d'immeubles qui sont pastillés. Regardez, pour faire du logement social. Voilà, donc ils veulent transformer. En cas de changement d'affectation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu ou de vision écologique, ils veulent bétonner la ville. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure la bétonisation de 3,8 millions de mètres carrés sur la mandature Hidalgo-Grégoire? Parce que c'était pour pouvoir renflouer les caisses, parce que nous sommes à 12 milliards de dettes. Et donc vous ne pouvez pas à la fois dire je vais bétonner et je vais faire du logement social. C'est incompatible. Et donc, il faut avoir une politique de construction qui soit adaptée aux enjeux écologiques. Donc, là-dessus, vous révisez le PLU. Je revois l'ensemble du PLU, parce que le PLU, aujourd'hui, il n'y a que de la préemption. La préemption, c'est quoi d'autre que de l'expropriation dans un moyen ou long terme. Et donc, tout le monde est concerné. Chaque Parisien, c'est soit son immeuble, soit l'immeuble du voisin qui est pastillé aujourd'hui. Et donc, vous ne pouvez pas avoir une politique de l'offre, y compris sur du logement, et je pense au logement privé, en faisant une politique avec ce plan local d'urbanisme. Donc moi, sur le logement, évidemment, il faut desserrer les contraintes sur le parc locatif privé, puisque entre le début de la mandature Hidalgo-Grégoire, nous sommes passés de 510 000 logements dans le parc locatif privé, à moins 350 000 aujourd'hui. Ils ont raréfié l'offre de parc locatif privé. Elle a commencé il y a plus longtemps. Non, elle a commencé sous la mandature depuis la gauche, sous les mandatures de gauche. Non, la baisse des logements locatifs dès les années 80. Non, pas du tout. Entre l'arrivée de M. Delanoë, vous pouvez vérifier, et aujourd'hui, il y a eu plus de 150 000 logements
dans le parc locatif privé qui ont disparu. Et donc, ils ont raréfié cette offre. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire pour masquer cela? C'est de faire une politique de logement social, évidemment, de manière exponentielle. Donc, ils ont acheté pour 2 milliards d'euros 8000 logements, avec le résultat qu'on connaît. Aujourd'hui, nous sommes au-delà du seuil légal du logement social à Paris. Ça coûte aux Parisiens tous les ans 350 millions d'euros. Ça, j'y mettrai fin. On ne peut pas avoir... La politique de préemption, puisque les montants sanctuarisés pour le logement, c'est même 800 millions d'euros en 2025. Sur le budget qui vient d'être voté. Sinon, les politiques de prévention qui sont très coûteuses pour les Parisiens... Donc là aussi, vous arrêtez. J'arrête, parce que le parc social, ils n'en ont pas fait de la mixité, ils en ont fait un ghetto. Et une ville avec 40% de logements sociaux, ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas que Paris devienne un ghetto. Alors, Madame Dati, je vous presse un peu parce qu'on a notre spécialiste mobilité qui a des questions à vous poser sur votre programme de la mobilité, sur la mobilité du quotidien. On accueille Bertrand Lambert. Bonjour Bertrand. Bonjour Florent, bonjour Madame Dati. Bonjour. Alors si j'en crois votre programme, vous souhaitez une ville où on respire, une ville apaisée, et pourtant vous proposez 2 mesures qui me semblent contradictoires avec cet objectif. Je m'explique. Vous souhaitez mettre fin par exemple au stationnement payant des motos et des scooters, donc inciter les gens à les utiliser de nouveau en masse, alors que ces véhicules sont à la fois les plus accidentogènes, les plus polluants et les plus bruyants. Et ensuite, vous souhaitez que les automobilistes parisiens bénéficient d'un tarif de stationnement unique dans l'ensemble de la capitale, donc inciter finalement les automobilistes parisiens à utiliser leur voiture pour faire du Paris, des déplacements intramuros, donc rajouter des voitures au trafic. En quoi ça va aider à décongestionner et à apaiser nos rues? Vous avez des chiffres pour dire que ça va rajouter du trafic au trafic? Ah bah si vous incitez les gens à prendre leur voiture, aujourd'hui, 66% des Parisiens qui ont une voiture ne l'utilisent pas au quotidien, parce que justement, ils ont un tarif résidentiel très faible. Alors, justement, monsieur, vous n'avez pas de chiffres là-dessus, nous on a étudié. Parce que je viens de préparer vous en donner un plan... à l'instant. Non, le plan de mobilité à Paris, il n'y a pas de plan de circulation. C'est Oui, pour ça, 2007, c'est pour ça qu'il y a, c'est le chaos dans l'espace public. Moi, je souhaiterais faire un plan de circulation avec des données, avec les services de la voirie, d'abord refaire toute la voirie, parce que quand vous dites c'est le plus accidentogène, la première cause des accidents sur la voie publique, c'est la voirie qui est complètement dégradée. Premier facteur d'accident. Ça, c'est la réalité. Premier mode de déplacement à Paris, c'est la marche. Oui, 55% des déplacements se font à 3% c'est pied. le vélo, c'est à peine 7% Ah non, c'est pas la du voiture. tout. Alors le vélo, on en est à 10%. Non, mais pardon, je vous le dis. Je vous dis les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui. Le grand oublié du plan de mobilité à Paris, c'est le piéton, qui effectivement n'a pas de couloir et n'est pas respecté dans cette circulation. Vous souhaitiez d'ailleurs augmenter la place aux piétons et élargir les trottoirs. Exactement. Donc dans ce plan de circulation que nous avons fait avec des professionnels, nous redonnons de la place aux piétons. Un exemple, vous pouvez diminuer certaines voies, que ce soit des chaussées pour la voiture, vous pouvez la supprimer. Dans certains cas, élargir les trottoirs. Par exemple, la rue de Passy, on va élargir les trottoirs. La rue de Rivoli, je vais élargir les trottoirs. Et vous allez végétaliser. Et pour apaiser l'espace public, c'est d'abord d'enlever tous les chantiers, tous ceux qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez beaucoup de chantiers qui, en fait, sont terminés depuis longtemps et dont les bases-vies, les barrières, les clôtures ne sont pas enlevées. Donc déjà, on fait un grand ménage sur les chantiers pour fluidifier. Ce qui participe à une fluidité de la circulation, c'est aussi la politique de stationnement. À Paris, ils ont supprimé des places de stationnement et ils ont fait exploser les tarifs de stationnement. Et donc, c'est une politique de raquette fiscale. Pourtant, on ne manque pas du tout de places de stationnement dans Paris. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a 65 000 places de stationnement en sous-sol qui ne sont pas utilisées à 40% seulement. Parce que alors qu'elles sont moins chères qu'en surface. Non, parce que les plans de stationnement, et notamment en souterrain, la mairie ne souhaite plus avoir de parking souterrain. Elle ne veut plus de voitures dans Paris. C'est un choix. Je considère que c'est une capitale économique. Ce qui manque à Paris, c'est de la fluidité dans la mobilité et le respect des mobilités les unes par rapport aux autres. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, et donc ce ne soit pas le chaos. Donc ça s'organise. Donc quand vous avez un plan de circulation, je peux terminer. Oui, je peux terminer. presse sur ma gauche. Et donc il faut organiser les mobilités, qu'elles se respectent les unes aux autres. Chacun dans son couloir, au vrai sens du terme. Oui, vous avez dit ça sur RTL il y a quelques jours. Et donc sur la politique de stationnement, vous avez plus de 10% de personnes qui circulent
qui sont à la recherche d'une place de stationnement. Et d'autre part, pourquoi je veux un tarif unique du stationnement à Paris? Parce que ça n'a pas de sens, le tarif résidentiel. Vous êtes dans 2-3 rues, avec un tarif évidemment très modéré. Vous traversez la deuxième rue. C'est pour vous inciter à prendre le métro, les transports en commun. Une petite question sur le vélo, Madame Dati. Les transports en commun ne sont pas améliorés. Et donc aujourd'hui, vous allez mettre tout le monde au vélo, tout le monde à la marche? Ça n'est pas possible. Et donc, il faut apaiser l'espace public et pour la mobilité, revoir effectivement le stationnement, revoir le tarif. Paris, c'est quelle superficie, monsieur? C'est pas Londres. C'est pas New York. Oui, c'est tout petit, c'est pour ça qu'on voilà. on est beaucoup trop Et nombreux. donc, c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Alors, une place sur le vélo. Des tarifs sur le vélo, très rapidement, Madame Dati. Des tarifs de stationnement qui soient de la politique de raquette fiscale. Vous voulez sécuriser, renforcer les pistes cyclables sur les axes sous-dotés, c'est dans votre programme. Mais quand on regarde votre bilan dans le 7e, seuls 17% des aménagements prévus par le plan vélo 2020-2026 y ont été réalisés. Au niveau parisien, c'est 43%, c'est déjà pas beaucoup. Pourquoi finalement vous feriez dans Paris ce que vous n'avez pas fait dans votre arrondissement? Parce que les arrondissements ne se ressemblent pas, monsieur. Vous connaissez le 7e arrondissement? Oui, mais il y a des pistes qui sont attendues, Saint-Germain, rue Saint-Dominique, par exemple, il y en a. Tout était bloqué. Rue Saint-Dominique, il y en a. Rue de Grenelle, il y en a. Au boulevard des Invalides, il y en a. Mais monsieur, il y a des rues... C'est une ancienne piste qui a été pérennisée grâce à la ville de Paris et à l'État. C'est bien, vous êtes porte-parole de M. Béliard? Pas du tout, c'est eux qui avaient la main sur les coronapistes pérennisées. Sur les pistes cyclables, ce qu'on a fait sur la première mandature, parce que le nombre de kilomètres, si vous travaillez bien votre dossier, monsieur le journaliste, vous devez savoir que normalement, que sur la première mandature, notamment sous Bertrand Delanoë, c'est là seulement qui a été fait, et l'autre 43%. C'est là où le nombre de kilomètres de pistes cyclables a été le plus réalisé. Vous savez, le nombre de kilomètres sous la mandature Hidalgo Grégoire, ils n'ont pas augmenté le nombre de kilomètres, et ils l'ont plutôt baissé, et ils ont été plutôt entravés. Et pas uniquement dans le 7e arrondissement, je vous mets à l'aise. Simplement, quand vous faites une piste cyclable devant le lycée Victor Duruy, et qu'on se rend compte après qu'il y a un lycée, et qu'on vous met des dos d'âne, je ne sais pas si le cycliste est très content d'avoir des dos d'âne. Quand vous mettez une piste cyclable devant l'hôpital Saint-Antoine, vers Bastille, ou devant l'hôpital Necker, et vous vous rendez compte après qu'il y a un hôpital et un accès d'urgence, et qu'on met des dos d'âne, je ne crois pas que ce soit très sympathique pour les cyclistes. Merci. Et donc, tout ça, ça s'organise et ça se pense. On ne fait pas des pistes cyclables en se levant un matin dans son bureau en disant « Tiens, on va truffer de pistes cyclables l'ensemble des arrondissements ». Ils ne sont pas tous faits pareil. Il y a des rues plus étroites, il y a des rues à sens unique, il y a des établissements. Quand vous avez un lycée, quand vous avez un EHPAD, quand vous avez un hôpital, quand vous avez des écoles. Moi, j'ai l'Institut national des jeunes aveugles et évidemment, la piste cyclable, elle n'est peut-être pas adaptée à la sortie de cet établissement. Merci Ils ont fait un peu n'importe quoi. Donc moi, j'ai trop de respect pour les Parisiens, pour les respecter également dans leur accès, leur mobilité. On ne fait pas n'importe quoi. Merci beaucoup Bertrand d'être venu poser quelques questions à Rachida Dati. Ça fait partie de l'exercice, les questions politiques. Vous souhaitez l'alternance. Vous avez appelé Pierre Bournazel au rassemblement lorsque vous avez présenté votre projet complet pour cette campagne des municipales. On écoute sa réponse. Je sais travailler avec les autres. Et c'est ça, être maire. Et c'est pour ça qu'au second tour, je rassemble plus large que Mme Dati, parce que je suis moins clivant et que le projet que je porte est mieux disant. Par exemple, mon projet est entièrement financé. Mme Dati dit qu'elle fera 600 millions d'euros d'économies. Mais 600 millions d'euros d'économies, ça ne désendette pas Paris et ça ne permet pas d'avoir des marges de manœuvre pour investir. Alors, Rachida Dati, Pierre Bournazel qui s'estime mieux placé que vous sur le budget, quand vous avez un budget de 11 milliards d'euros et 12 milliards de dettes, et que vous avez des priorités qui sont la propreté, qui sont la sécurité, ou refonder entièrement et globalement le périscolaire. Il y a des dépenses à réduire, c'est vrai, sur le fonctionnement, sur les subventions, sur les préemptions. Mais de faire croire aux Parisiens que vous allez arriver, supprimer la moitié des effectifs à Paris, vous faites quoi? On arrive, on licencie? Ça ne marche pas comme ça. Vous arrivez, vous coupez dans les dépenses, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas à la fois dire je vais avoir 5000 policiers municipaux équipés, formés, armés, des caméras de vidéoprotection, un périscolaire professionnel, et dire que je vais réduire de moitié la dette sur la première mandature. Pierre Bournazel, il vous attaque dans cette campagne. Oui. Il a dit, par exemple, sur Sud Radio, qu'il y avait un sujet démocratique au sujet de votre procès aux côtés de Carlos Ghosn pour corruption et trafic d'influence qui se tiendra en septembre. Et qui serait maire à sa place, s'interroge-t-il? Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je vais vous dire, personne ne connaît cette procédure. Et donc, je suis très sereine. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment on fait l'alternance et le changement à Paris. Je suis la mieux placée, et tous les sondages le démontrent. Et les sondages, qu'est-ce qu'ils demandent? Que la majorité, c'est la première fois depuis 2001,
depuis Delanoë, c'est la première fois que les Parisiens souhaitent le changement et l'alternance à Paris. Et donc aujourd'hui, moi j'en appelle à tous les Parisiens, vous voulez le changement, il faut voter pour moi dès le premier Et tour. Sarah Knafo, elle vous inquiète Non dans mais cette moi, campagne? je veux dire, je ne suis pas dans une logique d'appareil, je suis dans une logique de changement pour les Parisiens. Parce que moi je le dis aux Parisiennes et aux Parisiens, attention, toute dispersion, si les voix se dispersent, vous aurez la même équipe en pire. Le chaos de l'espace public, comme je viens de l'indiquer à votre confrère sur la mobilité qui a été faite, lui-même reconnaît qu'il n'y a pas de plan de circulation. Donc c'est le chaos généralisé dans l'espace public. Moi, je voudrais fluidifier et apaiser l'espace public. Quand on voit que l'explosion de la délinquance à Paris, c'est 218% d'augmentation sur les trafics de stupéfiants, 60% d'agressions sexuelles en plus, 25% d'atteintes aux personnes, un scandale sexuel inédit dans le périscolaire parisien. Donc moi, je dis aux Parisiens, c'est la même équipe en pire qui continuera à perdurer avec ce bilan. En 20 secondes, le Parc des Princes. Le bilan scandaleux qu'on connaît aujourd'hui. Le Parc des Princes, vous le vendez? Moi, j'ai dit que je rentrerai en négociation, évidemment, avec le club, parce que le Parc des Princes, c'est un objet patrimonial exceptionnel à Paris. On n'a pas de politique sportive à Paris, puisque, comme je disais, c'est tout petit Paris. Et nous sommes en carence d'équipements sportifs. Il faut que ce Parc des Princes participe de son rayonnement avec le plus grand club européen et participe aussi de son attractivité pour l'ensemble des Parisiens. Merci. J'en ferai un complexe sportif et culturel de manière inédite à Paris. Merci Rachida Dati d'être venue sur notre plateau. Je vous laisse découvrir les autres candidats à cette élection et en particulier Blandine Chauvel pour le LPA, Antonin Duhart pour les écologistes du centre et Marielle Saunier pour Lutte ouvrière. Merci de nous avoir suivis. Encore merci Rachida Dati d'être venue sur notre plateau. Merci. Très bonne journée à vous.